Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'Ukraine et de la situation en Ukraine. Alors, je ne suis pas voyant. La seule chose que je peux faire, c'est analyser le terrain et analyser les enjeux énergétiques qu'il y a derrière cette guerre que nous avons actuellement et essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Malheureusement, si nous étudions la logique pure, nous pensons que nous pouvons prédire l'avenir, mais pas du tout parce que nous sommes toujours en relation avec de l'émotionnel et avec de l'irrationnel allant souvent avec de l'émotionnel, qui va faire agir les hommes, non pas dans le domaine de la logique pure, mais dans le domaine de la relation, de l'émotion, de l'action conduite par l'émotion. La colère, et non la logique pure pour essayer de faire valoir les intérêts, ses propres intérêts, les intérêts de son peuple ou du monde. Alors nous avons, comme on peut le voir, une réaction de Poutine qui n'était pas en vérité prévue, puisque on parle de guerre, mais on pensait qu'il y avait un bras de fer, mais qu'il n'y allait pas avoir de passage à l'action. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, à première vue, pour Vladimir Poutine et la Russie de passer à l'action en envahissant l'Ukraine. Alors, on peut comprendre pourquoi il a envahi l'Ukraine, mais les intérêts économiques n'étaient pas là, puisque Poutine n'aurait rien fait, serait parti, aurait fait le fort, le coq, et serait parti. Ça aurait été plutôt tout bénef pour lui, puisque Poutine est main dans la main avec l'Allemagne, et ses intérêts en Allemagne allait bien fonctionner puisque l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2 était prévue et le Nord Stream 2 allait inonder l'Europe, en tout cas l'Allemagne, et c'était prévu après l'Europe, de gaz russe, ce qui était tout bénef pour l'Allemagne, qui est un partenaire économique énorme de la Russie. L'Allemagne, contrairement à ce qu'on pense, est avant tout tournée vers l'Eurasie, c'est-à-dire Russie, Chine, plus que vers les États-Unis, et que l'Allemagne prévoit bien sûr de bosser main dans la main avec l'Est, ce qu'elle a fait traditionnellement depuis des siècles, même s'il y a eu des conflits et des guerres. L'Allemagne est à l'Est, l'Allemagne est partout, c'est traditionnel chez elle, elle a toujours ses alliances. Alors, l'Allemagne avait réussi à créer ce grand Nord Stream 2, c'est-à-dire le deuxième gazoduc qui traverse la Baltique pour arriver en Allemagne, et ce gazoduc allait permettre à l'Allemagne de réduire un peu sa dépense carbone, puisque l'Allemagne est un gros consommateur de charbon pour faire son électricité, donc c'est un gros pollueur, mais c'est aussi, malgré ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont pas voulu de nucléaire, ils consomment beaucoup d'énergie électrique française, qui est d'une énergie nucléaire. Les Allemands sont connus pour être des hypocrites. Chez eux, ils sont plutôt verts, et en dehors, ils sont plutôt marron foncé caca. Donc ça, c'est les Allemands, on les connaît, ils fonctionnent comme ça. Donc, ce gazoduc Nord Stream 2 était un avantage, c'est pour ça que l'Allemagne ne s'est pas trop mouillée dans cette affaire, et quand l'Ukraine, sous pression de la Russie qui la menaçait, a demandé à l'Allemagne de lui envoyer des armes, l'Allemagne lui a envoyé des casques, ce qui a profondément énervé le gouvernement ukrainien qui pensait avoir une aide de l'Allemagne qui est très timide, qui ne veut pas cette guerre puisqu'elle est le partenaire économique de la Russie. Donc elle avait dit, quand l'envahissement a commencé, nous allons faire des sanctions, nous allons bloquer Nord Stream 2, mais bloquer Nord Stream 2, c'est pour le moment pas très grave, puisque il y a encore tous les raccordements à faire de Nord Stream 2 au réseau de gaz des Länder allemands. Donc ça va prendre un certain temps, mais le gros tube de 2 mètres de haut est arrivé. 2 mètres de haut, c'est énorme, ce sont des pressions du gaz qui arrivent sous pression, et c'est vraiment de la grosse consommation, et ça va permettre à l'Allemagne de se chauffer l'hiver et de faire marcher des centrales électriques, et de moins dépendre aussi du charbon
et peut-être aussi du nucléaire français, donc de l'électricité française, ce qui n'est pas bon pour la France. On croit que l'Europe est unie, mais en vérité, l'Europe n'est pas du tout unie. Il y a des guerres internes, des dissensions internes, et principalement entre l'Europe du Sud et plutôt la France et l'Allemagne, qui se font au sein de l'Europe une véritable guerre économique qui ne porte pas son nom, qui est cachée, mais qui est réelle. Donc, Nord Stream 2 n'était pas du tout un avantage pour la France, c'était un avantage pour l'Allemagne, qui pouvait diffuser le gaz russe en prenant bien sûr un petit pourcentage. Ça se passe tout le temps comme ça quand ça passe chez vous. Donc, c'était tout avantage chez lui en échange de prix sur le gaz qu'elle aurait pu revendre maintenant à la France. Cette histoire du gaz qu'on voit, hein, c'est derrière cette histoire avec la Russie et l'Ukraine. On voit des tensions mondiales, c'est la grande guerre du gaz actuellement. Et on s'aperçoit par exemple qu'en Afrique, il y a Wagner. Wagner, c'est la milice privée d'origine russe, mais qu'en vérité qui est commanditée par les Russes. Comme ça, les Russes disent non, c'est pas nous, c'est privé. En vérité, ce sont les Russes qui sont dans le désert et qui sont en train d'aider les tribus, les groupes ethniques pour passer du côté, plutôt en jouant sur les luttes ethniques, les luttes tribales, du côté russe, pour pouvoir éventuellement empêcher le bon passage d'un grand gazoduc transsaharien qui devait amener le gaz africain en passant par le Sahara, pour aller directement, en passant par l'Algérie ensuite, avec les accords algériens, pour aller sur l'Europe du Sud et la France. C'est pour ça que nous, les Français, nous sommes là, pas que pour l'uranium, pour d'autres matières du sous-sol, mais il y avait cette histoire de gaz qui était aussi un gaz français qui est en concurrence avec le gaz russe, puisque la France dépend très peu en vérité du gaz russe, puisqu'elle essaye de diversifier son arrivée de gaz, son achat de gaz, c'est du gaz venant d'Afrique, mais aussi du gaz Qatar, puisque la France est main dans la main avec le Qatar. C'est là où le bas blesse, puisque le Qatar, derrière, il y a comme les États-Unis, on a l'autorisation d'avoir le Qatar, et le Qatar nous fournit du gaz plein pot. Donc nous sommes, nous, les Français, en concurrence directe avec la Russie pour le gaz, et avec l'Allemagne, puisque si jamais nous vendons du gaz moins cher, ça va faire baisser les intérêts de la Russie qui touchera sur son gaz. Donc c'est toujours une lutte énergétique, et comme la Russie n'a pas d'économie de marché, elle vit essentiellement sur son énergie qui vient de son sous-sol, donc c'est pétrole, gaz, et puis aussi ses ventes d'armes dans tous les pays où il y a des conflits, des luttes pour l'énergie, des luttes tribales pour l'énergie tout le temps, ou des luttes entre États. La Russie joue là-dessus, et la Russie n'a pas vraiment d'économie de marché. Donc c'est pour ça que quand vous allez entendre parler de sanctions contre la Russie, sanctions boursières, ce n'est pas vraiment grave, puisque pour la Russie elle-même, un effondrement de son économie de marché mettrait juste dans la merde, dans la panade, les privés, ceux qui font marcher les entreprises, mais c'est pas le fort de la Russie. La Russie, même avec une économie de marché morte, peut très bien vivre, puisqu'elle a son sous-sol qui lui permet de se chauffer, de faire rouler ses voitures, de faire marcher ses moissonneuses-batteuses, de faire marcher son agriculture. Donc, même sans argent, la Russie peut manger, rouler et se chauffer et éduquer son peuple. Donc, attention, quand on dit que la Russie a un très faible, c'est quoi, PIB, ou je sais plus, l'équivalent de l'Italie, quelque chose comme ça, je me souviens plus, c'est des données qui sont faussées, puisqu'il faut voir l'énergie du sous-sol, il faut voir l'indépendance de la Russie et sa capacité à vivre sans économie de marché quasiment. Elle délègue souvent beaucoup d'économies de marché. Elle délègue souvent à l'Allemagne pour ses entreprises dans la création non militaire, et elle est main dans la main avec l'Allemagne qui bosse aussi avec la Chine par toutes ses entreprises de technologie, son industrie de technologie, pour moderniser les systèmes de production des usines. Donc c'est un peu la même chose
avec la Russie, dans une moindre mesure, mais la Russie n'a pas vraiment besoin de cette économie de marché puisqu'elle a déjà tout. Quand on vous donne à manger, quand on vous chauffe, on vous donne votre éducation, vous n'avez pas besoin d'avoir un porte-monnaie rempli, puisque le porte-monnaie rempli, ça sert avant tout à survivre, hein. Et puis si on vous donne tout pour manger, il n'y a pas de problème. Donc c'est une grande erreur, souvent des économistes boursiers, de penser que la Russie est dans un mauvais état économique. Oui, si le rouble s'effondre, la Russie aura tout le temps moyen de vivre parce que elle a le sous-sol qui est riche et puis elle continue à produire des armes et les hommes se font la guerre partout. La Russie n'est pas blanche, hein, blanche, je veux dire, elle n'est pas toute blanche, hein, pas plus que les Américains. Mais la Russie est en concurrence avec la France et avec les États-Unis pour le gaz, puisqu'il y a le gaz Qatar, et le gaz Qatar est une concurrence en vérité pour l'Europe. Concurrence derrière, si vous voulez, c'est le Qatar, mais il y a quand même l'Amérique qui est derrière, c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est chasse gardée américaine. Donc les Français ne sont pas du tout dans le camp des Allemands et des Russes, ils sont dans le camp des Américains. C'est la particularité de la France d'avoir des intérêts qui ne sont pas les mêmes que l'Allemagne, malgré notre Union européenne, qui a un côté un peu factice, sauf pour la circulation des individus, des cerveaux, des savoirs et la possibilité d'aller en vacances à droite, à gauche, ou d'habiter à droite et à gauche. Ceci dit, les guerres internes économiques continuent. Donc cette Russie est en concurrence avec la France, avec les États-Unis pour ce gaz, et les États-Unis ne voient pas d'un bon œil aussi l'union Allemagne, Russie, Chine, qui donnerait une superpuissance eurasienne qui est en concurrence directe avec l'Amérique. Alors, pas l'Amérique de Trump, hein, je parle beaucoup, mais parce que c'est assez complexe, on dirait qu'on est dans Game of Thrones, mais on est un peu dans Game of Thrones, hein, avec l'Amérique du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Amérique qui a les licences d'exploitation des gaz et des pétroles du Moyen-Orient, qui sont en concurrence directe avec l'économie russe et le gaz et le pétrole russe. D'où ces combats que l'on peut voir en Syrie, ces combats que l'on peut voir au Moyen-Orient, qui sont des combats pour empêcher l'acheminement plus ou moins facile du gaz et du pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe. C'est vraiment des guerres économiques pour l'énergie, et là on est vraiment en plein dedans. Alors l'Amérique n'a pas intérêt à voir une grande Eurasie se former avec cette espèce de tripartie Allemagne, Russie, Chine, qui permettrait d'avoir les petites productions des petites mains chinoises qui produiraient pour le monde entier avec la technologie et la haute technologie allemande, le savoir-faire allemand dans l'industrie, pour créer des usines, hein. Et les Allemands, les Chinois achètent les inventions aux Allemands, et les Russes qui fournissent énergie et qui fournissent l'énergie à la Chine et à l'Allemagne, donc à l'Europe, et l'Allemagne prendrait des bénéfices sur la diffusion de l'énergie en Europe, qui rentrerait en concurrence directe avec la France, qui elle diffuse du gaz Qatar et veut diffuser aussi du gaz algérien. Donc on a une grande guerre du gaz. On peut s'apercevoir qu'actuellement, il y a Wagner en Afrique, qui sont les milices russes, qui essayent de ralentir la construction et le passage du gaz qui vient de l'Afrique, de l'Afrique tropicale, qui vient de l'Afrique subsaharienne, et qui remonterait par le Sahara pour aller en Europe, et l'Algérie qui s'est associée avec la Russie qui lui fournit des aides en tout genre, l'armement, et qui lui assure sûrement la diffusion de son gaz en Europe, mais peut-être pas en Europe du Sud, joue avec l'Algérie, la Russie joue avec l'Algérie et essaye de bloquer avec Wagner la bonne construction des gazoducs qui traverseraient l'Afrique, ou la transsaharienne, ou qui contournerait par l'ouest en faisant tous ces petits états pour arriver vers le Maroc et après diffuser en Europe du Sud, c'est-à-dire Espagne et après un peu ailleurs. Donc c'est quand même du gros bénéfice pour tout le monde. Et la Russie ne voit pas ça d'un bon œil parce qu'elle a ouvert Nord Stream et c'est directement en concurrence avec le Nord Stream 2, hein, pas le 1, le 2.
et on voit une guerre du gaz qui arrive. Alors, les Américains n'ont pas du tout intérêt à voir le Moyen-Orient perdre ses bénéfices, puisque le Moyen-Orient, c'est les licences d'exploitation et les actionnaires de Wall Street. Donc, ils ont tout intérêt à essayer de fomenter en Europe et principalement en Ukraine un ressentiment anti-russe, un ressentiment anti-russe qui joue sur les Russes d'Ukraine, puisque c'est une population assez mixte. Il y a des orthodoxes ukrainiens, des orthodoxes russes. À l'Est, il y a un peu de catholiques. Il y a des pro-russes, il y a des russophones, il y a des ukrainophones. Ce sont des peuples assez proches, mais qui ne peuvent pas se blairer, puisqu'ils ont en commun une histoire qui est assez dramatique, puisque l'Ukraine, et c'est resté comme une cicatrice ouverte, a été saignée. Il y a eu des véritables massacres. Ils ont affamé, les Russes, avant la guerre de 40, ont affamé pour dominer l'Ukraine les petits agriculteurs, et ont créé une famine qui a fait plusieurs millions de morts, et ça reste chez eux, comme il y a un peu avec la France et l'Algérie, il y a des tensions à cause d'un passé qui bien qu'il s'éloigne, est encore dans le cœur et dans le cerveau des gens. Et là, ça reste encore. Alors, il y a une haine qui se joue entre les russophones et les non-russophones, et les ukrainophones qui ne peuvent pas sentir les russophones, et comme ils ont les moyens de les faire chier, les russophones qui étaient majoritaires dans le Donbass, en Transnistrie, c'est ça, donc c'est pas loin de la Moldavie, donc pas loin de chez moi, et en Crimée, donc ça se passait très mal. La Russie est intervenue en Ukraine. Alors, elle est intervenue en Ukraine, elle a récupéré la Crimée. Alors, elle a récupéré, pourquoi la Crimée? Parce que déjà, elle avait été majoritairement russe, et en plus, la Crimée est une façon pour la Russie de se faire une enclave en mer Noire. Il y a un énorme port militaire et commercial. Après, il y a la mer d'Azov au-dessus, mais ça permet à la Russie d'avoir son enclave commerciale et militaire pour commencer à rentrer sur la Méditerranée, puisque le problème de la Russie, c'est que c'est un empire terrestre et non un empire maritime, et c'est tout le temps ce qui lui a manqué pour maîtriser l'économie et le commerce. Il faut quand même avoir des débouchés maritimes, et le débouché maritime permet d'aller sur la mer Noire et ensuite la Méditerranée, et de montrer qu'on est là, et de commencer à faire du commerce, et d'assurer aussi dans la Méditerranée une présence militaire. Présence militaire qui avait moins de valeur actuellement, bien qu'ils en ont besoin maintenant, parce que la Turquie avait, à l'époque de Trump, été lâchée un peu par les Américains, puis la Turquie a vite fait de se retourner un peu pro-russe, mais la Turquie peut rebasculer pro-occidental, on va dire pro-Amérique, et retourner avec, par exemple, les Anglais, et puis se décider de bloquer le passage du Bosphore, c'est ça, qui donne de la mer Noire à la Méditerranée, ce qui serait considéré par les Russes comme une atteinte à leur liberté, parce qu'il peut y avoir un blocus qui se passe comme ça, et le Russe se trouve bloqué en mer Noire, ne pouvant plus aller en Méditerranée par tous ces ports de Crimée. Alors la Russie avait récupéré la Crimée. Il faut dire que toutes ces régions russophones d'Ukraine étaient maltraitées par les Ukrainiens, qui ont eux-mêmes été maltraités par les Russes, déjà avant la guerre de 40, et puis un peu après aussi, puisque l'Ukraine a cette particularité d'être très dure à mater. Elle n'est pas centralisée, on voit Kiev, mais c'est un État slave qui n'est pas centralisé et qui est dominé par un ensemble de petits barons de villes, des mafias de villes très brutales qui tiennent l'économie. Alors il y avait les Allemands qui arrivaient à peu près à s'intégrer là-bas, puisqu'ils sont traditionnellement dans ces régions depuis des siècles, et ils connaissent tout le monde, et ils arrivent à acheter la mafia locale pour installer leurs entreprises de production, produire en Ukraine, en agriculture particulièrement, et un peu dans les usines, par le biais de sociétés
écran et produire, en vérité, pas pour l'Europe, un peu pour l'Europe, hein, parce qu'ils font de l'acier, ils font pas mal de trucs, mais aussi, ils avaient prévu de produire avec la Russie, pour la Russie, donc pour les middle class russes, pour créer des bagnoles bas de gamme, ou moyenne gamme pour les middle class russes, hein, des voitures allemandes qui auraient été faites en Ukraine, de l'agroalimentaire ukrainien, qui aurait été mieux géré par les Allemands que par les Ukrainiens, qui ont une espèce d'incapacité à la gestion parce qu'ils n'ont pas de centralisation. Les Ukrainiens ne contrediront pas, ils savent bien que toutes leurs villes sont gérées par des mafias indépendantes, même si elles sont nationalistes, hein, on les appelle un peu les nazis aussi des fois, hein, parce qu'ils sont très brutaux, ils n'aiment pas les étrangers. Les Allemands s'arrangent très bien avec eux parce qu'ils connaissent cette mentalité. Et les Allemands arrivaient à bien gérer tout ça jusqu'à l'arrivée, alors je repasse un peu dans le passé, de la révolution orange, où c'était malgré que ce soit un gouvernement russe qui était là, hein, c'était en douce géré par l'Allemagne pour la réindustrialisation derrière des sociétés écrans. Vous ne le savez pas, mais nous on regardait sur les plans avec mon pote Gundil à l'époque. Hein, parce qu'on regardait l'agriculture, on regardait comment étaient faites les sociétés, et on rigole quand on regarde qui sont derrière les sociétés, on les trouve. Hein. Donc, moi, je suis à côté, alors ça m'intéressait, on se posait des questions, puis on a vu que c'était comme ça. Je voyais toutes les pubs qui arrivaient pour l'agroalimentaire ukrainien, et derrière, il y avait du tracteur, il y avait du matos allemand, et c'était en vérité pour produire par les Allemands, parce que les Ukrainiens n'aiment pas les Russes, mais pour produire pour les Russes, comme ça, les Ukrainiens ont l'impression de bosser pour les Allemands, et en vérité, ils bossent pour les Russes. C'était très fin. Les Américains n'ont pas aimé, ils voient une grosse Eurasie qui se met, ils ont créé la révolution orange, ils ont déstabilisé l'Ukraine, l'Allemagne s'est barrée parce qu'elle a vu que ses bénéfices allaient partir en fumée dans cette révolution, et là, l'Ukraine est retombée dans la merde. Voilà. Donc l'Ukraine, on en revient, c'est assez complexe, c'est mélangé, mais j'essaye de vous expliquer la géopolitique générale, hein, vous relirez tout ça. L'Ukraine, elle, s'est abattue, hein, les Ukrainiens, sur les russophones qui sont là-bas, qui sont dans le Donbass ou ailleurs. Alors leur technique pour essayer de les emmerder, de les opprimer, pour essayer de les faire partir et de se retrouver qu'avec des Ukrainiens, ce n'est pas uniquement de les tuer, on ne les tue pas comme ça. Hein. Il y a eu bien sûr des exactions, ils les emmerdent, la police les contrôle, mais c'est beaucoup plus minable que ça. Ce qu'on fait, c'est par exemple, on ne rénove pas la région. Toutes les régions où il y avait des russophones, comme la Crimée, qui était une très belle région, où il y avait les oligarques russes qui avaient leur villa sur le bord de la mer. Bah, les Russes, ils ont aussi leurs défauts. Hein. C'est pas une bourgeoisie, mais c'est des oligarques. C'est pas des castes, hein, c'est des oligarques, c'est ceux qui montent violemment au pouvoir, qui ont le pouvoir et qui se payent des villas avant de mourir, avant de se faire prendre par d'autres Russes. Donc il y avait leurs villas en Crimée, et au Donbass, c'était plutôt des paysans, mais comme ils sont majoritairement russes, et ben, les Ukrainiens qui les aiment pas, ben, ne refaisaient pas les routes, ne refaisaient pas les centres hospitaliers, laissaient couper l'électricité l'hiver, des fois ne les approvisionnaient pas en gaz. On a eu des situations dramatiques, hein, où des hôpitaux se retrouvaient sans chauffage, juste avec des blocs électrogènes en plein hiver. Ben, tout ça pour faire chier les russophones, les inciter à se barrer et à laisser les terrains aux ukrainophones. Lutte tribale, primaire, de vengeance après avoir été opprimé aussi par les Russes, puisqu'il n'y en a pas qui sont blancs et d'autres qui sont noirs. Tout le monde est gris foncé dans cette région. Nous sommes tous gris foncés, nous devons essayer d'être blancs. Blancs, pas blanc racialement, blancs de cœur et d'esprit. Donc voilà ce qui se passait. Donc Poutine n'a pas tellement apprécié ce qui se passe. Il n'a pas apprécié le fait d'avoir l'OTAN qui n'est pas là pour défendre les intérêts de l'Europe, puisque l'Europe, une partie des intérêts, c'est la Russie, puisque vous voyez bien que l'Allemagne est pro-russe, après ce que je vous explique, mais l'Europe française, et un peu du Sud, est pro-américaine. L'Italie, c'est à part, hein, parce que on a des intérêts énergétiques américains. Voilà. Donc la Russie n'a pas aimé le fait que l'OTAN vienne faire chier et titiller les Russes pour déstabiliser un peu les Russes. Hein. Ce sont des guerres, hein, puisque on essaye de vendre son gaz, on essaye de vendre son énergie. Les intérêts russes ne sont pas les intérêts américains, et l'Amérique a tout intérêt à voir naître des troubles en Europe pour ne pas voir naître une Europe tournée vers l'Est qui deviendrait une espèce de puissance eurasiatique énorme avec l'alliance Allemagne. Donc Europe, mais Allemagne, hein, une Europe allemande, Russie et Chine,
qui pourrait contrecarrer les intérêts économiques et commerciaux de l'Amérique dans le monde. Alors cette guerre se fait à tout niveau, au niveau énergétique, hein, et les intérêts américains, c'est les intérêts énergétiques du Moyen-Orient qui sont directement en concurrence avec les intérêts russes, puisque le Moyen-Orient fournit de l'essence à l'Europe, et si l'Europe arrête de lui en acheter pour en acheter par exemple aux Russes ou ailleurs, ben vous avez le Moyen-Orient qui va s'écrouler et les actionnaires de Wall Street qui risquent de tomber. Ça pose d'énormes problèmes puisque c'est une énorme source de revenus et c'est ceux qui dirigent actuellement, qui sont derrière les démocrates, qui dirigent les USA. Ceux qui dirigeaient avant l'époque de Trump, c'était une autre puissance économique qui est l'allié de la Russie et l'ennemi du Moyen-Orient. Donc vous voyez, au sein de l'Amérique, il y a encore des dissensions, il y a deux groupes qui s'affrontent, et au sein de l'Europe, il y a deux groupes qui s'affrontent, les pro-russes et les anti-russes. Les pro-russes, en rigolant, on va parler de Fillon, Fillon qui a été dégagé à l'époque pour laisser Macron et son gaz Qatar, mais Fillon qui était un politique qui était somme toute stupide pour avoir mis sa femme dans des boulots fictifs, mais qui était dans une politique pour se tourner vers les énergies russes plutôt que les énergies du Moyen-Orient. Donc ça aurait été à ce moment-là tout bénef pour Trump qui, lui, aurait pu continuer à diffuser son gaz de schiste, hein, son pétrole de roche, donc, et ses sables bitumineux du Canada, puisque le Canada est un peu sous possession quand même américaine, on ne dit pas, mais bon, c'est un peu ça, et tout en écrasant ses ennemis du Moyen-Orient pour créer une Amérique indépendante qui se serait sortie de ses intérêts conflictuels du Moyen-Orient, qui serait devenue une Amérique blanche, je veux dire propre, hein, propre, mais sale, parce que c'est quand même de l'énergie sale, hein, comme tout le pétrole de schiste, hein, comme les autres pétroles en vérité, hein, mais indépendante et qui ne serait plus dans une guerre entre nations, une guerre d'intérêt au Moyen-Orient, aux Russie pour l'Europe, hein, puisqu'ils auraient été complètement indépendants. La Chine n'a pas voulu de ça, puisque Trump voulait rapatrier toutes les productions en Chine jusqu'en Amérique et vivre en espèce d'autarcie, hein, puisqu'elle a eu moyen. Elle a aussi le pétrole du Venezuela, le plus gros producteur de pétrole au monde. La Chine n'a pas vu ça, n'a pas apprécié, puisque une Chine qui perd ses productions, hein, voit sa classe moyenne baisser de richesse et voit à ce moment-là le spectre de la révolution, peut-être de la famine arriver. Donc la Chine a tout fait pour couler l'Amérique trumpienne, qui était une Amérique pro-russe, hein, alors que les Russes sont même pro-chinois et les Chinois sont pro-russes. Donc on voit que c'est des intérêts divergents. Donc voilà ce qui se passe. Donc ce qui s'est passé, c'est que la Russie aurait pu, avec cette histoire ukrainienne, continuer comme ça, en disant, bon, bah c'est pas grave, on a la Crimée, on emmerde tout le monde. Mais là, Poutine, peut-être malade, je ne sais pas, peut-être Poutine est sous cortisol, Poutine a peut-être un cancer, Poutine a pété un câble, je ne sais pas, sa copine l'a quitté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Poutine a eu une relation irrationnelle qui va à l'encontre, on va dire, des intérêts européens, allemands, russes. Dans un premier temps, la Russie va s'en sortir, mais en tout cas les nôtres. Et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas grand-chose à gagner dans cette histoire, donc c'est pour ça que moi je ne l'ai pas prévu, puisque moi je prévois logiquement, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un raisonnement illogique, hein. On voit comment les guerres se déclarent, assez souvent elles se déclarent d'une façon illogique, hein. Les guerres sont pour l'énergie, et puis des fois, il y en a un qui pète un câble et on ne peut pas l'arrêter, parce que même la logique, et même la logique énergétique fait que les hommes sont embringués dans des raisonnements émotionnels qui dépassent toute logique et qui entraînent la mort, la famine, la souffrance et les pleurs. Malheureusement, c'est ce qu'on voit arriver. Il faudra arrêter ça rapidement, mais ce qu'on voit arriver en Europe. Alors, Poutine n'a pas apprécié, il faut regarder son discours, hein. Il n'a pas apprécié, il a un lourd passif derrière lui, entre lui et l'Amérique, puisque déjà, ils sont payés, les Américains et l'OTAN, qui n'arrêtent pas de les titiller en mettant des missiles à leur porte, hein, chez les Polonais déjà, hein. Vous savez, les Polonais sont un peu cons parce qu'ils sont dans l'Europe, ils sont avec les Allemands, ils bossent avec les Allemands, mais ils ont une haine des Russes, compréhensible, hein, quand on voit ce qui est arrivé à Katyn et au passé qu'il y a avec la Russie, il y a une haine, c'est des vieilles haines qu'ils n'arrivent pas à enlever, donc ils vont être
anti-russes, alors que les Russes ne sont plus leurs ennemis, hein. Donc ils vont mettre des boucliers anti-missiles américains chez eux. Ils reçoivent de l'argent, par exemple les Polonais de l'Europe. Le premier truc qu'ils font, au lieu d'acheter des avions européens, ils vont acheter des avions américains, hein, avec l'argent des aides européennes. Donc la folie furieuse des Polonais à cause de cet émotionnel qui est dû à un passé très douloureux avec les Russes. Hein, n'oublions pas que les Polonais ont été écrasés par les Allemands et ensuite reconquis par les Russes. Donc ils ont eu la totale en Seconde Guerre mondiale. Et les Russes, pour se faire passer pour de bons garçons et écraser la Pologne, hein, c'est-à-dire l'empêcher de se relever contre la Russie. La Pologne est un pays qui est capable de combattre jusqu'au dernier homme, jusqu'au sacrifice. Ils ont décapité leur armée en enlevant et en prenant tous leurs officiers, toute leur aristocratie guerrière, et en les tuant à Katyn et en faisant passer ça sur le dos des Allemands, histoire de monter les Polonais contre les Allemands. Donc c'est une cicatrice ouverte encore. Les Américains en profitent pour titiller les Russes et mettre de la pression sur les Russes, comme ils mettent de la pression sur les Russes avec les Ukrainiens pour créer des troubles internes. Ils ont un peu réussi là à énerver Poutine qui a récupéré des terres parce que il commençait à plus supporter réellement l'ingérence de l'OTAN, qui n'est pas pour l'Europe, hein, c'est de l'Amérique, dans les affaires européennes et dans le fait que l'OTAN ne veut pas d'une grande Eurasie puissante. Ce n'est pas dans ses intérêts du tout, puisqu'elle veut continuer, l'Amérique, à régner sur le monde et à diffuser son énergie du Moyen-Orient, hein, au meilleur prix avant de changer, de passer au nouveau paradigme qui sera le tout batterie, on va dire, nucléaire ou autre hydraulique, et après le tout batterie lithium ou autres minéraux pour faire fonctionner les automobiles, et ensuite on passera à l'hydrogène. Mais il y a une grande guerre actuellement pour l'énergie. Donc Poutine a pété un câble titillé par l'OTAN. C'était pas prévu, cette guerre n'était pas prévue. Cette guerre, s'il y a un blocus contre la Russie, ça ne va faire quasiment rien, puisque la Russie en a un peu rien à foutre d'avoir une économie de marché qui s'effondre. Et de toute façon, si l'Europe arrête d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie, c'est nous, l'Europe, qui allons payer le plus cher. Alors pas forcément la France, parce qu'elle a d'autres avantages, hein, style le Qatar, le Moyen-Orient, mais l'Allemagne va être réduite, hein, ce qui est tout bénef pour les États-Unis, hein, qui on voit une concurrence dans l'Allemagne. Hein. Et à ce moment-là, ça va poser des problèmes, surtout à l'Europe, puisque la Russie peut revendre son gaz, son pétrole à la Chine, qui est en boulimie d'énergie fossile actuellement, pour pouvoir créer et moderniser son pays en vue de devenir le leader. La Chine veut devenir le leader des batteries lithium pour être le leader des moteurs. Les moteurs, on les connaît déjà, mais du moyen de faire fonctionner les moteurs du monde qui va arriver d'ici 15 à 20 ans. Et la Chine veut devenir le leader et ne veut pas voir sa place prise par les Américains ou les Européens, sachant que les Allemands sont tout de même avec les Russes et surtout avec les Chinois dans la production. Ils ne vous le disent pas, mais ils se font acheter très cher, c'est leur truc, leurs innovations. C'est un pays d'innovation technologique industrielle. Voilà à peu près ce qui se passe. Donc, grande guerre, on ne va pas être les gagnants de cette guerre économique. On n'a aucun intérêt à aller combattre sur le terrain. Ce que va faire sûrement la Russie, c'est qu'elle va essayer de destituer le président actuel, c'est-à-dire c'est pour ça qu'elle va sur Kiev, pour le faire partir, pour le faire dégager, hein. Et ensuite, elle mettra un gouvernement pro-russe si elle y réussit, hein, et elle continuera, si elle gagne, à faire ses affaires doucement avec l'Europe et avec surtout l'Allemagne, qui est son premier partenaire, pas la France qui joue pour les Américains, pour le Moyen-Orient. Donc voilà. Donc après, tout ça peut changer, puisqu'en 2024, Trump peut très bien revenir au pouvoir, on ne sait pas, hein. Et s'il revient au pouvoir, c'est le retour du gaz et du pétrole de schiste qui est le concurrent
du gaz et du pétrole du Moyen-Orient, qui sont les deux ennemis jurés actuels. Donc voilà, c'est de la géopolitique. C'est très dur de prévoir l'avenir, puisqu'on peut prévoir économiquement les choses d'une façon logique, mais quand l'émotionnel et l'irrationnel se rajoutent à ça, bah, vous vous trouvez dans des situations comme on le voit actuellement, où il y a la Russie qui envahit l'Ukraine. Alors on a très peu de moyens en vérité d'intervenir en Ukraine, puisque militairement les Russes sont meilleurs, en tout cas pas que les Américains, que les Européens. Les Américains n'ont peut-être aucun intérêt à intervenir en Ukraine, puisque c'est tout bénef pour eux, puisque de ce problème interne, avec des restrictions contre la Russie, eh ben on va avoir une augmentation du pétrole, une augmentation donc, de prix de l'essence à la pompe à essence, du gaz, des denrées alimentaires, hein, du blé, à l'Ukraine il y a du blé qui peut arriver chez nous aussi, donc des denrées alimentaires, tout ça va ralentir l'économie européenne et va enlever un concurrent économique, affaiblir un concurrent économique aux Américains, ce qui est tout bénef pour eux. En fin de compte, cette situation est plus bénéfique aux Américains, même s'ils ne font rien maintenant, qu'à nous, les Européens, puisque l'Amérique va voir l'Europe s'affaiblir. La Russie s'imposer, mais dans des restrictions quand même économiques. La Chine va combler, bien sûr, si nous on fait un blocage avec les Américains, va combler les déficits russes en leur achetant leurs matières premières que l'Europe ne prendra plus, pour dire qu'on est contre les Russes. Donc c'est nous qui sommes dans la merde, puisque c'est nous qui allons payer principalement ça. Mais la Chine n'a pas non plus intérêt à voir cette crise perdurer, puisque même si elle peut renflouer en achetant le pétrole et le gaz que les Européens ne vendront pas à la Russie, peut renflouer la Russie, la Chine a tout de même besoin, dans ses échanges économiques, d'avoir les Européens qui lui achètent ses produits, et si on est en crise économique, on n'achètera plus grand-chose. La Chine a quand même besoin qu'on lui achète ses produits pour voir ses petites mains continuer à produire, à fonctionner, pour occuper un peuple dans le travail. Le travail en Chine a une fonction sociale plus que de l'enrichissement. Le Chinois conçoit l'enrichissement global. Voilà la situation. J'essaye de ne pas y mettre d'émotionnel. Bien sûr, je suis contre un envahissement de l'Ukraine par la Russie, même si émotionnellement mon cœur va plutôt aux Russes, puisqu'on peut comprendre un peu ce qui se passe chez les Russes et l'énervement de Poutine avec les Américains qui les titillent par l'OTAN depuis des décennies, en venant placer des batteries, c'est humiliant pour les Américains et pour les Russes, de missiles, en venant poster des armes de destruction massive près de la Russie, pour leur montrer, nous on vous emmerde, on est les plus forts, pour énerver les Russes et pour essayer aussi de faire valoir dans cette guerre les intérêts du Moyen-Orient pour les Américains. Donc on est dans des guerres économiques là-dessus. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Vous voyez que tout le monde se tient plus ou moins par les couilles, mais celui qui va s'en sortir le mieux dans ce conflit, évidemment, c'est les Américains, parce qu'ils n'ont qu'à laisser faire maintenant, laisser faire les sanctions, et eux se retirer doucement, et continuer à ce moment-là à dire, écoutez, il y a des sanctions contre la Russie, on va vous vendre notre gaz du Moyen-Orient, notre pétrole, pour compenser justement le blocage qu'on a fait en Russie. La Russie va dire, vous nous bloquez, c'est la merde. Donc c'est une part de marché qui arrive pour les Américains, c'est un avantage aussi pour la France, qui ne va pas se voir concurrencé par le gaz Nord Stream, qui va lui piquer une part d'électricité et nucléaire, et qui risque de la concurrencer sur son propre marché avec du gaz russe, plutôt que du gaz Qatar que la France diffuse. Donc on voit qu'il y a des enjeux économiques énormes, mais dans l'histoire, on va dire les vainqueurs de cette histoire, même s'ils se retirent maintenant, ils n'interviennent pas, ça va être les Américains. Les grands perdants, c'est les Européens. Les Russes vont se voir emmerdés, mais ils vont tenir quand même s'ils risquent d'avoir des effondrements économiques au niveau de l'économie de marché. Ils sont indestructibles puisqu'ils ont le gaz, l'électricité, le nucléaire, l'hydroélectrique. Ils peuvent vivre sans rouble quasiment que par l'échange, et en faisant fonctionner leurs hôpitaux et ils sont communistes, même s'ils paraissent capitalistes, et leurs
leurs écoles, il n'y aura aucun problème. Un Russe sans argent peut continuer à chauffer et aller à l'école, hein, et à manger, même si il ne mange pas bien, même s'il n'a pas le droit à un restaurant 3 étoiles, et il n'a pas de variété. Même sans argent, le Russe mange parce qu'il a encore de l'énergie dans son sous-sol. Voilà. Voilà. Et la Chine, elle, est avec la Russie, peut renflouer quelque temps, mais a intérêt de voir l'Europe remonter pour lui vendre, à ce moment-là, ses marchandises. Donc voilà où ça en est. Nous avons vu quelque chose d'improbable, c'est-à-dire l'émotionnel, l'irrationnel, agir, la colère de Poutine, qui n'en pouvait plus d'être harcelé en permanence par la mouche américaine qui vient lui piquer les fesses tous les jours pour l'énerver, hein, et qui essaye de déstabiliser ses échanges économiques avec ses partenaires européens. Voilà. Bon, dans l'histoire, les pauvres Ukrainiens sont quand même dans la merde, puisqu'ils sont assez cons, ils se sont fait baiser une première fois alors que l'Allemagne était là pour les réindustrialiser, et une deuxième fois, poussés par les Américains, c'est eux qui vont, en faisant chier les Russes, c'est eux qui vont payer plein pot, puisque les Américains les montent contre les Russes, et quand les Russes arrivent, les Américains vont pas arriver avec l'armada, hein. Ils vont partir, laissant toute cette merde qui les arrange bien. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo de géopolitique. Je suis pour la paix, je suis pour l'amour des hommes entre eux. Malheureusement, les politiques ne sont souvent pas plus intelligents que les peuples qu'ils dirigent, hein, que les peuples de moutons qu'ils dirigent. Faut pas se faire... ils sont issus du peuple, hein, et c'est rare de voir des politiques qui arrivent à vraiment changer les choses et à faire vivre leur peuple d'une façon intelligente et harmonieuse. Ça arrive, mais ils sont souvent aussi cons que les peuples qui les ont engendrés. Des fois, ils le deviennent, hein, ils peuvent être excellents moments, et ensuite, en vieillissant, ils deviennent mauvais. Donc voilà, vous voyez ce qui se passe. J'essaye de parler sans parti pris, j'essaye d'expliquer la vie, le monde. Et je suis bien triste de ce qui arrive. Ça m'a mis en colère, profondément en colère, de voir que les humains ne sont pas capables de s'unir pour vivre heureux sur Terre. Il y a tout le temps des petits intérêts personnels qui jouent et qui font que notre monde, qui pourrait être un paradis, se transforme souvent en enfer. Et là, actuellement, c'est l'enfer dans de nombreuses régions d'Ukraine. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur Terre. Ça va être dur.